Louison Essoma, bonsoir. Bonsoir Audrey. Dans l'arène. Merci. En posture de Paris Partner, vous préférez Paris Partner? Ça ne me gêne pas. De Jean-Jacques Kindi. Ça ne me gêne pas. Pour ce débat, je vous ai vu prendre des notes. Vous avez le choix entre deux formules. Vous pouvez rentrer par des questions ou faire une observation panoramique sur tout ce qui a été dit ici depuis 1 heure d'émission déjà. Je voudrais respectueusement saluer les téléspectateurs de Canal 2. Monsieur Jean-Jacques Kindi, bonsoir. Bonsoir, professeur. Je dois vous avouer que 2 temps majeurs marquent ma prime enfance. D'abord en 90, avec les vents de libéralisation et de démocratisation qui traversent l'Afrique et qui ramassent en passant le Cameroun. C'est la première date. Et vous savez qu'à la même année, en 90, il y a un test révolutionnaire. Je reprends les propos du professeur Konchu Komeni, qui estime que le Cameroun s'est allié justement à la démocratie en adoptant les tests de 90 sur l'exercice des libertés publiques. Mais ce n'est pas tant le fait. Je crois que le fait marquant, c'est qu'en 1992, pendant que justement vous opposez viscéralement au parti, et on vous affuble d'un credo très fort, le chasseur de lions. Et là, je suis en 5e. Vous voyez donc que je caresse le rêve depuis la 5e de rencontrer le lion. Et je crois que Canal 2 aujourd'hui me donne l'opportunité de... Pardon, le chasseur du lion. Parce que le lion est là, Yaoundé. Oui, mais non, le chasseur du lion. Et Canal 2 me donne aujourd'hui l'opportunité, grâce à l'émission La Reine, et surtout un temps fort comme celui du duel. Alors, je voulais fixer le cadre pour vous dire que je ne veux pas vous prendre par lâcheté. Je vais vous interroger sur des questions liées à vos rapports avec le régime, et plus précisément avec le président Paul Biya. Et je vais saupoudrer ces questions en y mettant, en y ajoutant des questions liées à la crise anglophone et surtout à l'exercice des libertés publiques. Et ça, c'est le premier volet. Le second volet, parce qu'il n'y en aura pas un troisième, le second volet va consister à vous interroger sur votre parcours élogieux sur le plan politique. Vous avez été député de la Nation. Je reprends là les propos de John Mollet, votre ami Ebenezer. Et ça va me permettre de vous poser des questions là-dessus. Alors, première question sur Jean-Jacques Kindi. Pourquoi est-ce que le président de la République méritait les traits d'un lion en 1992? C'est lui qui a choisi. C'est Jacques Séguélan. C'est Séguélan qui a choisi. Nous, on a vu à la télévision, waouh, il est fort, il est lion, il est puissant. Le président Biya. C'est pas nous qui avons dit. Est-ce qu'il les méritait, est-ce qu'il ne méritait pas? Est-ce que ce credo collait tant au président? Louison Essoma, je veux dire, peut-être ce n'est pas Paul Biya qui a choisi. Mais il a établi que c'est Jacques mais il a endossé. Voilà. Il a endossé, il a signé le bon à tirer. Bon, donc, alors, est-ce qu'il méritait? Je ne sais pas. Mais si on veut rester dans l'approche positive, il a gagné. Donc, Séguéla lui dira, je t'ai fait ton truc, tu as gagné, tu as atteint tes résultats. Très bien. Justement, le président Paul Biya était-il l'homme de la situation en 1982? Parce que je vous pose cette question en m'appuyant sur les propos de l'épouse Germaine Aïdjo, que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, qui avait, en tant que première conseillère privée de son mari, elle lui avait dit il ne faut pas céder le pouvoir à Paul Biya parce que c'est une patte de lion dans une peau d'agneau. Et son époux, plus tard, a plutôt aménagé un dispositif constitutionnel. D'abord, le 9 mai 1975, il restaure le poste de Premier ministre et il nomme le président, en fait, il nomme Paul Biya. Et il y a une autre refonte forte. C'est le 29 juin 1979. L'article 7 est impressionnant dans son contenu, qui dispose qu'en cas de vacance du pouvoir de démission, c'est le Premier ministre qui assure l'intérim et achève le mandat. Alors, est-ce que face à Saba Leko, face à Samuel Lebois, Aïssi Fondon, est-ce que c'était le meilleur choix en 1982? Lorsque vous parlez de meilleur, vous définissez une échelle de valeur. Ni vous, ni moi ne sommes conviés à apprécier cette échelle. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est président de la République,
il peut être gratifiant de considérer comme qu'on a une espèce de Dieu, donc c'est moi qui décide, etc. Mais un président de la République est soumis à 1001 pressions. Il faut qu'il gère 1001 contradictions. C'est sûr que la femme de Biya lui dit certainement quelque chose, la femme d'Ahidjo lui disait, son église lui disait, ses partenaires en affaires lui disaient, le FMI lui disait, la France lui disait, ses coopérants, et c'est à la synthèse, après tout cela qu'il décide. Alors, comment peut-on nous résumer tout cela en disant que c'est un bon ou mauvais choix? Toujours est-il que si on se réfère à quelques expressions qui ont transparu, Ahidjo ne voulait pas désigner un homme du Nord pour lui succéder. Il estimait que c'est une situation qui pourrait aboutir à une contestation forte. Ça élimine déjà un certain nombre de gens. Maintenant, il fallait aussi qu'il désigne quelqu'un qu'il connaît un tant soit peu. Vous ne pouvez pas, dans des cas comme celui-là, on vous dit Rodrigue est quelqu'un de très bien, c'est quand même une position de chef d'État qu'il va lui confier. Bon, donc ça rentre en ligne de compte. Et enfin, il faut tenir compte également de la sécurité. Ahidjo savait très bien que désigner un chef d'État qui lui est adverse peut conduire rapidement à une situation ingérable. Quand on voit ce qui s'est passé par la suite, peut-être estimait-il, selon moi à tort, et je l'ai mis dans mon livre, peut-être estimait-il que Paul Biya, paraissant docile, paraissant flegmatique, il serait effectivement la personne qui lui permettrait de quitter le pouvoir sans le quitter. Mais il oubliait une chose fondamentale, c'est que le pouvoir est absolument, disons, sans compromis. C'est Nietzsche qui disait que l'État est le plus froid des monstres froids. Donc quand vous mettez même un petit enfant à la tête d'État, il devient le monstre froid. Donc faire vos calculs en vous basant uniquement sur la connaissance que vous avez de l'individu avant que vous ne le mettiez en place, à mon avis, c'est un faux calcul. Alors votre question, est-ce que c'était l'homme de la situation? J'avoue, professeur, que je ne suis pas capable d'y répondre. Parce que il y a fait preuve de patience. Il y a le fameux gouvernement de Ngaoundéré, il y a quelques signes qu'il pliait encore les chines devant le président Ahidjo, avant la rupture de 83-84. Justement. Oui, alors, ce Jean-Jacques Ekindi, est-ce qu'aujourd'hui on peut donner raison à Germaine Ahidjo? Parce qu'on se rend compte que plus tard, le 6 avril, il y a un coup d'État qui est manqué, et la paternité de ce coup d'État est attribuée au feu président Ahidjo, d'ailleurs qui est condamné par la justice camerounaise par contumace. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on peut estimer que le bilan du président de la République en 36 ans au pouvoir est un bilan hautement positif? Parce que je repose la question, vous savez que les acteurs politiques, ils sont nombreux, je suis aussi Kaiwala et les acteurs de la société civile, les Philippe Nanga, ont estimé que le bilan du président de la République est globalement négatif. Moi, j'estime qu'il est insuffisant. Alors, il n'est pas négatif. Il n'est pas négatif, mais il est insuffisant. Alors, que pensez-vous, comment appréciez-vous ce bilan aujourd'hui? Mais vous avez posé plusieurs questions en une, à savoir, est-ce qu'on a raison de dire que le choix n'était pas le bon? Et ensuite, la deuxième, c'était comment pourrons-nous qualifier le bilan au bout de 36 ans? Et je pense que il y a des gens qui font l'histoire, il y a des gens qui commentent l'histoire. On est dans un espace imaginaire quand on commente l'histoire. Mais dans la réalité, il y a quelque chose que Ahidjo a fait. La concentration du pouvoir. Le pouvoir au Cameroun, avec les indépendances, était tout de même assez dispersé. Il y avait des hommes politiques de premier plan, comme les Kémajou, les Idi Bébé, les Sopop Priso, qui étaient des personnalités qui comptent, qui avaient des députés, des groupes parlementaires, et il y avait de l'autre côté
la partie anglophone, qui avait aussi des partis et des personnalités de premier plan. Et ce pouvoir qui était relativement distribué a trouvé la forme démocratique, pluraliste et fédérale. Pluraliste, ça signifiait que les partis pouvaient exprimer leur spécificité. Fédéral, ça prouvait que les côtés anglophones, le côté francophone, pouvaient effectivement rentrer dans la fédération commune, chacun avec sa culture. Et on constate que de 60 à 72, puis à 82, le président et ses équipes, je dis ses équipes parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas gouverner seul. Il avait des conseillers français, Pierre Larigot, il y a toute une série de conseillers qui lui indiquaient la meilleure manière de faire. Et je suis sûr que c'est sous l'impulsion de ces conseillers-là et la France étant un pays unitaire, qu'on l'a poussé à faire en sorte que le pays soit unitaire. Mais avant cela, il y a eu en 66 la réduction de tous les partis à un parti unique, ce qui coupait toute pluralité d'opinion dans la manière de conduire le pays. Ce qui fait qu'au moment où il quittait le pouvoir, il était déjà complètement concentré. Il avait déjà tout. Il avait le pouvoir législatif, parce que c'est lui, dans le parti unique, qui validait les candidatures de ce parti-là. Et c'était une liste unique. Personne d'autre n'avait le droit d'être candidat. Donc, il contrôlait les gens qu'il nommait, il contrôlait le gouvernement, parce que c'est lui qui le nommait, et il contrôlait la justice, parce que c'est lui qui l'a nommé. Donc, la concentration du pouvoir était là. Alors, Biya a hérité de ce système-là. Malheureusement pour lui, à peine a-t-il commencé qu'il a subi un coup d'État. Un coup d'État auquel vous échappez, ça rend frileux. Ça rend frileux et introverti, et puis vous n'êtes plus ami de la diversité. Vous demandez si, en permettant que des opinions adverses s'expriment, n'êtes pas là le moyen de préparer les gens qui vont venir en conquête. Donc, dire qu'il n'était pas l'homme de la situation, je ne sais pas, mais toujours est-il que la machine dont il a hérité était une machine qui ne laissait rien au hasard, qui broyait tout. Alors, à partir de là, 36 ans après, référons-nous aux déclarations du président Biya. Lorsque, je crois que c'était Mourouzi qui était venu ici. À radio, oui, à RMC, oui, RMC, Radio Monte Carlo. Voilà, où Biya a dit qu'il voudrait quitter le pouvoir en laissant l'image de l'homme qui a apporté la démocratie, l'homme qui a apporté la prospérité, l'homme qui a apporté la liberté. Alors on se pose la question, est-ce que les Camerounais sentent que la liberté est là, la prospérité est là, la démocratie est là? Si la réponse est non, on est obligé de conclure que le bilan est pour le moins mitigé. Mais je ne peux pas aller plus loin, puisque mon rôle n'est pas de juger si Biya fait ceci ou Biya fait cela, mais d'essayer d'apporter quelques éléments d'analyse dans l'appréciation de cette situation. Oui, honorable, vos réponses sont tellement élaborées. J'espère que je vais achever, toutes les questions que j'ai prévues. Alors, je voudrais finir avec... Que nous n'avons plus que voilà, je voudrais finir avec vos rapports avec le président Paul Biya. Oui. Voilà toutes les pressions qu'il subit. Là, sur le plan interne, il y a cette crise. Il y a des pressions internationales. Est-ce que vous êtes certain que le président de la République va jeter le tablier de la magistrature suprême? Je pense que, vous savez, dans la technique de construction romane, il y a des pierres de plein centre. Autrement dit, quand vous avez ces voûtes-là, la pierre qui tient, c'est pas la pierre d'en bas, c'est celle d'en haut, qui empêche les arcs de tomber. Ils ont la pierre d'édifice, quoi. Oui. C'est les génies qui parlent. Le président Biya... La pierre angulaire. Voilà. Le président Biya, il est au sommet de cette arche. Si on l'enlève, tout s'écroule. Donc, le président Biya n'est pas le seul qui a intérêt et avantage à ce que le système reste en place. Maintenant, vous posez la question, est-ce qu'il est éventuellement prêt à partir? Et il est entouré par toute une série de gens qui certainement ne veulent pas qu'il parte, parce qu'ils savent bien qu'en partant, eux aussi
risque de partir. Et de la même manière, il y a des gens qui souhaitent qu'ils partent. Mais comme on a évoqué le cas de l'Égypte tout à l'heure, si Paul Biya part, vous le remplacez par quoi? Parce qu'on ne peut pas économiser cette question. Les gens, beaucoup refusent d'y répondre en restant sur des déclarations générales. Oui, on veut la liberté, on veut la démocratie, on veut... Si vous n'avez pas une idée assez précise pour diriger votre action, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, vous reconduisez ce que vous trouvez. Le président Biya peut partir, mais si on n'y est pas préparé, celui qui viendra reconduira le même système, avec quelques nuances. Et ça, nous ne pensons pas que ce soit la solution. Ok, Honora, vous vous êtes prononcé tout à l'heure sur la crise anglophone. Je souhaite mettre cela à l'économie. Oui. Il y a les relations avec le président Biya. Dès le départ, j'avais d'excellentes relations avec le président Biya quand j'ai été élu président de la... Nous avons souvent vu vos apartés civiles et complices. Bon, et puis je crois que beaucoup de gens lui ont dit beaucoup de mal sur moi, et peut-être qu'il les a crus. Mais il y a ces poignées de main chaleureuses au cours de la cérémonie de présentation de vœux de corps constitué au président de la République, autour du début janvier. Nous sont souvent accompagnés de compliments. Oui, nos rencontres sont toujours très chaleureuses. Mais la politique ne se nourrit pas de la chaleur de sourire. Ok, monsieur Jean-Jacques Kenkindi, je voudrais faire l'économie des questions liées au NOZO, parce que vous vous êtes prononcé sur ces questions tout à l'heure. Vous avez évoqué le cas Maurice Kamto. Je pense que, pour ma part, j'estime qu'il a précocement agi en empruntant la voie insurrectionnelle. Pourtant, il aurait pu emprunter la voie institutionnelle. Tout à fait. Alors, que pensez-vous? Estimez-vous qu'aujourd'hui, Maurice Kamto, professeur de son État, vous avez estimé tout à l'heure qu'on pouvait le libérer sur le plan technique et juridique, et je suis d'accord avec vous. Alors, quelle est la pirouette aujourd'hui? On s'attend à quel scénario par rapport au professeur Maurice Kamto? Mais vous savez, le cas Maurice Kamto est un cas relativement délicat, parce que il n'est pas du tout à mettre sur le même plan que le cas Sissoko Ayok Tabi. Ah oui, justement. En se proclamant président élu, Maurice Kamto s'est mis en marge de la loi. Non pas parce qu'il voulait changer l'ordre démocratique et républicain des choses, comme Ayuk Tabé, qu'on soit d'accord avec lui, mais c'est ce qu'il prétend. Mais Maurice Kamto estimait que dans l'état actuel des choses, tel qu'il est, il faut qu'on le proclame président. Mais c'est une attitude qui ne peut appeler que la répression du pouvoir. Pourquoi? Parce que les gens considèrent que le pouvoir, c'est essentiellement la coercition, la capacité d'user de la violence légitime. Non, le pouvoir, c'est d'abord le symbole. Quand quelqu'un est obéi, il est d'abord obéi par son symbole et son charisme. Et c'est cette partie-là que Maurice Kamto a mise en cause. Alors, la justice va le juger. S'y greffe d'autres éléments pour lesquels je ne peux pas me prononcer parce que je n'étais pas là. Est-ce que c'est lui qui a commandité l'attaque des ambassades, etc. J'ai vu et j'ai lu avec plaisir qui s'est désolidarisé d'une initiative qui voulait l'installer comme président. Bon, vraiment, ce qu'on attend d'un homme politique responsable, c'est ça, c'est ce désolé. Quand vous faites une manifestation, moi par exemple, MP, je fais une manifestation. Quand je passe, toutes les vitrines qu'on casse, c'est moi qu'on va appeler. Donc je dois prendre la disposition. Je ne peux pas faire la manifestation, voir qu'on casse, etc. et dire c'est pas moi, je ne suis pas au courant. Mais il s'est également désolidariser des casses dans les ambassades en Allemagne et en France. Oui, mais seulement il y a des indices que la police semble détenir. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous prononcer de manière claire. On verra si... Donc voilà pour le cas de Maurice Kamto. Et puis, il y a Maurice Kamto, mais il est entouré, il a des directeurs de campagne, Eric Kinger, il a toute une série de gens qui ont fait des déclarations. On fait quoi avec ces déclarations-là?
on est obligé d'en tenir compte. Donc, en tout cas, je m'abstiens de me prononcer par rapport à ce cas-là. Je laisse que la justice s'en occupe, quitte à ce que si la justice ne fait pas bien son travail, c'est-à-dire attribue à Maurice Kamto ce qu'il n'a pas fait, nous allons protester énergiquement pour qu'on ne condamne pas les gens qui n'ont rien fait. Bien, je prends le dernier volet. Ce seront deux questions pour achever. Alors, en articulant mes fiches de travaux dirigées en finances publiques, je me suis rendu compte que de 2007 à 2012, la loi des finances prévoit une dotation budgétaire pour les assemblées politiques et plus précisément 8 millions par député pour les micro-projets. C'est soit 40 millions au cours d'une législature, c'est-à-dire au cours de 5 ans. Alors, parfois avec un rallongement. Ah oui, justement. Alors, M. Jean-Jacques Kindi, est-ce que de manière concrète, vous pouvez me dire ce que vous avez fait dans la circonscription électorale du Voury-Centre qui vous a élu et vous a élevé au panthéon des députés de la nation? Est-ce qu'il y a des réalisations concrètes que vous avez réalisées? Mais je pense que, en ce qui nous concerne, avant que nous soyons députés, nous avons fait des réalisations. Après que nous ayons été députés, nous avons fait des réalisations. Mais notre propos n'est pas une présentation comptable de ce que nous faisons. Parce que quand nous faisons, nous ne comptons pas. Quand nous mettons des lumières ou bien à Essengue ou à Aquanor, nous n'appelons pas la presse pour venir dire venez voir ce que nous faisons. Lorsque nous faisons goudronner des routes comme celle qui conduit à Daïdo et les routes attenant à Antoine Amilpavé, nous n'appelons pas les gens parce que nous estimons que c'est accessoire. En réalité, le problème s'est posé lorsque tous ceux qui se sont assignés pour rôle de détourner et, exprimé en le terme, de bouffer l'argent de l'État sont mis en cause. À ce moment-là, on se met à chercher que « Ah, toi aussi, tu as reçu 8 millions. Qu'est-ce que tu as fait avec ça ?» Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous faisons en permanence. Et on ferait bien de ne pas confondre. Parce que il y a des gens qui, c'est même pas une profession, qui passent leur temps à détourner les fonds publics. Mais quand vous les étudiez, un temps soit peu, vous faites de la finance. Je vous recommande 2 ou 3 investigations. Regardez l'évolution de la solde des fonctionnaires, les 4 ou 5 ans. Regardez comment elle a évolué. Regardez l'évolution du nombre et de la qualité des fonctionnaires. Et vous allez voir un hiatus énorme. Et on n'arrive pas à le résorber. Chaque année, on dit on va faire la chasse aux fonctionnaires fictifs. On va faire le compte du personnel, du comptage physique. Mais les choses sont très simples à mettre en place. Ensuite, et ça, c'était une de mes préoccupations fortes, une caste de fonctionnaires et quelques acolytes ont pris possession de l'État camerounais. Tout se règle selon leurs desiderata. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous ne pouvez rien avoir au ministère des Finances tant que les fonctionnaires ne sont pas payés. Ils sont payés en principe le 26. Avant, quand ça allait à peu près bien, du 17, 18 au 26, on ne payait rien pour être sûr que les fonctionnaires sont payés. Maintenant, ça va un peu plus loin parce qu'il y a des difficultés. C'est pour dire que nous souhaitons que les gens se préoccupent des vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est que les fonds soient utilisés dans la recherche et l'amélioration des conditions des Camerounais à tous les niveaux. Je ne veux pas parler de Douala où vous avez plus de 50 milliards de budget chaque année pour la communauté urbaine. Essayez d'évaluer qu'est-ce que ces fonds réalisent chaque année quand on voit la ville comme elle est. Nous souhaitons donc qu'on recentre le débat sur ça et que ceux qui ont à charge les finances de l'État puissent rendre compte sur ce qu'ils en font. Ce que vous dites entre en droite ligne avec la loi de finances de 2012, d'ailleurs, qui a institué un contrôle a posteriori qui doit être fait par le Conseil supérieur de l'État et la Chambre des comptes. Alors, je voudrais finir, M. Jean-Jacques Kindi, par 2 questions en une. Alors, la première question, c'est que pourquoi vous n'avez pas bénéficié d'une autre législature, parce que vous n'avez fait qu'une seule législature, 5 ans, et savoir, pour finir, quelles sont vos relations avec le docteur Fils Tonnet, délégué du gouvernement.
Bon, avant que je n'aborde ces deux questions-là, sur la LOLF, la loi de l'organique, les lois de finances, qui précise que la commission des finances et du budget désigne en son sein des rapporteurs spéciaux et un rapporteur général pour contrôler les fonds publics partout où il y en a. Cette loi a été votée, promulguée en 2007, année au cours de laquelle j'ai été élu député. Je n'ai eu de cesse de demander qu'on implante, qu'on implémente ces dispositions. Tant que j'ai été député, on n'a jamais implanté ça. Pourtant, j'avais écrit au président Kavaï Yeye, j'avais écrit au président Paul Biya, président du RDPC, pour dire nous les partis devons veiller à la bonne application des lois. Il faut qu'on mette en place ces rapporteurs. L'année en 2013, j'étais candidat, je n'ai pas été élu. J'ai appris que on a finalement mis en place ces rapporteurs. Mais quand j'ai demandé quelque temps après ce que c'est devenu, on m'a dit qu'on a suspendu les missions des rapporteurs. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont allés au ministère de la Défense, qui ont commencé à demander. Bon, c'est vous dire que là se trouvent les problèmes. Mais dire que chasser les députés pour savoir s'ils ont... Bon, alors, pour revenir à votre question, pourquoi on ne m'a pas élu? Mais moi, je ne sais pas, ce que je constate. Peut-être que le projet n'a pas été réalisé. Non, mais le projet député. Non, si je devais vous indiquer. Parce que le soutien de l'UDC n'était plus acquis. Non. Si je devais vous indiquer l'activité que j'ai déployée au Parlement, vous pouvez la voir aisément. Il y a un journal des débats au Parlement où vous appréciez les interventions des uns et des autres. En tout cas, pour ce qui est de la production parlementaire. Si j'ai pas été élu, c'est parce que j'ai eu affaire à forte partie. Et finalement, à Douala Premier, on a eu le sentiment qu'il y avait une coalition, tout sauf Ekindi. Bon, alors cette coalition était forte et l'argument de choix était évidemment de vilipender, d'insulter, etc., etc. Il semble que l'électorat adore ça. Bon, mais je reviendrai pour la prochaine. En février 2020. Merci, Louvain Somba. Merci d'être passé par ici. On va permettre